Bienvenue sur Wideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va pouvoir reprendre un peu de R, et ça faisait longtemps, et on va reprendre ça avec ggplot2 en bref. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu précédemment, donc on a une introduction à ggplot2 qui est assez simple. À l'intérieur, on décrit ce que c'est ggplot2, donc ici vous avez le lien vers ggplot2, mais si vous voulez retrouver la vidéo, normalement elle doit être en description, et on va aussi la mettre disponible en haut à droite sur votre écran si je ne me trompe pas. Et je vais diviser cette vidéo en deux parties, donc il y aura cette première partie qui va parler en fait de l'introduction à la grammaire des graphiques qui va avoir lieu durant cette vidéo, et il y aura une deuxième partie où je vais présenter en fait les graphiques les plus classiques qu'on fait, et pour présenter cette thématique, je vais m'aider d'une présentation que nous avons faite avec Wideta dans le cadre d'une activité, le Takeover à l'Université de Genève. Et je tiens chaleureusement à remercier David de m'avoir permis en fait de pouvoir utiliser cette présentation qu'on avait déjà faite. Ça va me permettre de pouvoir vous introduire en fait à ggplot2 et à sa grammaire des graphiques. Donc la présentation est juste ici, donc elle est en ligne. Je vous donnerai le lien aussi en description, comme le lien de toutes les informations qui sont ici. Et normalement, le script, vous devrez avoir aussi à disposition, je vais le mettre sur notre GitHub, comme ça, si jamais vous pourrez le télécharger et travailler directement dessus. Donc passons directement à la présentation. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons une introduction, donc ça c'est nous qui l'avons présenté. Et donc ici, vous allez voir pas mal d'informations, donc des informations sur nous, donc notre page YouTube et notre compte Instagram, et des présentations sur nous. Mais on va passer directement en fait à ce que c'est. Donc ici le but de cette vidéo mais aussi de la présentation que nous avons faite, c'était de pouvoir inciter les gens à savoir un peu plus par eux-mêmes sur la grammaire des graphiques, donc qui est une thématique assez importante parce qu'en une vidéo on peut pas tout présenter. Et donc ici, lorsqu'on parle de grammaire des graphiques, donc c'est un framework, donc c'est une conceptualisation en fait pour pouvoir créer en fait des graphiques en couches. Donc comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc en utilisant des composantes de base. Le but en fait c'est de pouvoir créer des graphiques de manière très simple et logique. Vous allez voir qu'au départ ça va avoir l'air un peu compliqué, mais en fait ce début est un petit peu nécessaire pour pouvoir donner beaucoup plus de flexibilité après. Et comme vous pouvez le voir, donc framework agile pour l'exploration des données, donc avec ça vous allez voir qu'on va pouvoir explorer les données très facilement, donc nous permettre de faire des graphiques complexes avec très peu de code, et ça se généralise, donc s'adapte assez facilement avec beaucoup de variables. Donc là, il y avait toute une théorie sur la visualisation des données. Donc on va passer directement en fait à la partie qui nous intéresse, qui est la page 39 si je ne me trompe pas. Pardon, 36. Donc ici, on va passer à la syntaxe de ggplot2 parce que c'est le package qui nous intéresse. Et pourquoi en fait on va préférer ggplot2 ou plot de base de R, qui est très bien, hein, mais vous allez voir que ggplot2 va nous permettre d'être beaucoup plus flexible. Donc ggplot2 se base sur des couches. En fait, on va nourrir notre graphique au fur et à mesure avec des éléments dont il a besoin. Donc le graphique va toujours partir d'un élément qui sont les données. Donc ici, comme vous pouvez le voir, le graphique, vous allez lire de bas en haut. Et ici, vous aurez la forme d'une fonction générale, mais ici, je vous explique dans quelques instants comment ça fonctionne. Après, avec ces données, on a besoin de savoir, ok, mais on a ces données, mais comment on va essayer de les représenter? On peut les représenter sur un axe X, on peut les représenter sur un axe Y, on peut s'en servir pour mettre des couleurs, on peut s'en servir aussi pour pouvoir changer la taille, l'aspect, etc. Et donc en fait, on va utiliser ces données de quelle manière pour pouvoir faire de la représentation graphique. Et l'avantage avec ça, c'est que au lieu de chercher à ajouter une troisième dimension, hein, comme on peut le voir dans certains éléments, qui peut aussi rendre en fait les données illisibles, on va utiliser d'autres dimensions que sont la taille, la forme, la couleur, pour pouvoir en fait ajouter plus de dimensions graphiques, et vous allez voir que ça marche plutôt bien. Ensuite, une fois qu'on a décidé où est-ce qu'on va les mettre, en fait, il faudra aussi décider quelle forme. Les géomes, ça veut dire géométrie. Donc, on va utiliser quoi? On va utiliser des boîtes, on va utiliser des barres, est-ce qu'on va utiliser des points, est-ce qu'on va utiliser des lignes, etc. Et ensuite, le reste, ce sera pas super important pour l'instant parce que c'est vraiment pris en charge dans beaucoup de choses, mais après, lorsqu'on ira à un niveau plus avancé, vous allez voir qu'on va pouvoir travailler avec ça. Et en fait, c'est pour voir comment on peut convertir les valeurs, comment on peut transformer statistiquement certains éléments, comme par exemple, on peut se dire, plutôt que de prendre tout un ensemble de chiffres, on peut prendre la moyenne, on peut prendre la médiane, est-ce qu'on peut on peut compter les éléments plutôt que d'avoir en fait tout ce qui apparaît. On peut changer aussi les axes, on peut créer aussi des boîte où on va représenter certaines parties à des données, donc c'est super pratique lorsqu'on veut aller plus loin que la 2D, la 3D, etc. Vous allez voir que ça aussi, ça marche plutôt bien, et aussi ajouter des thèmes pour personnaliser en fait l'apparence.
Et en fait, bon, vous voyez que c'est dans cet ordre-là qu'on met chacun des choses, et David a fait un super travail en les décrivant juste ici. Donc nous, en fait, ça va ressembler à ça. Donc on aura un ggplot, c'est vraiment la fonction de base qui va nous permettre de pouvoir commencer à écrire les données. Puis ensuite, on va nous demander de mettre les données. Donc voilà, on a mis les données. Puis après, on va pouvoir ajouter un géome. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de faire les choses, mais c'est à l'intérieur de ce géome qu'on va mettre l'esthétique. Donc comment en fait on va représenter nos données qui auront déjà des stats et des positions qui sont déjà mises de base, donc ça va pas nous intéresser tout de suite. Et ensuite avec ces informations là on a vraiment la base, c'est le minimum qu'on va nous demander, donc ces 3 éléments. Et lorsqu'on a ces 3 éléments, généralement les autres sont déjà pris en charge, mais on pourra les modifier. Et c'est ça qui va rendre aussi très puissant ggplot2. Je vais vous montrer juste encore quelques informations. Donc ça, c'est une partie sur la familiarisation. Donc ça, c'est un jeu de données à utiliser. Donc ça, c'est des données sur les taux de suicide. Donc là, on a les pays. On peut observer. Donc on a la variable de pays, on a la variable de l'année, de l'âge, du sexe, le nombre de suicides et la population totale. Donc lorsqu'on va utiliser les plots basiques, ici ça va aller très vite parce qu'en fait il suffit simplement de prendre ça, puisque ça c'est un data frame, donc c'est le tableau de données. Lorsqu'on va prendre ça, ça va nous prendre la première colonne, ça va nous le transformer en vecteur, donc on a déjà notre vecteur. Et après, ici on a mis le nombre de suicides, et voilà. Et donc en fait ça va bien marcher parce que si vous remarquez ici, pour le nombre de suicides, on a de toute façon la population, donc avec ça on va pouvoir mettre des points très facilement. Donc vous voyez qu'on a les points. Par contre, vous voyez qu'avec plot, ça va tout seul, ça prend une seule ligne, c'est super facile. Par contre ici, lorsqu'on va utiliser ggplot2, vous allez voir que ça a l'air beaucoup plus compliqué. Déjà, il faut écrire un ggplot, ensuite il faut indiquer le data, bon, pas forcément obligé, mais il faut mettre les données, ensuite il faut indiquer le mapping avec l'AES, comment on va représenter les données, et après, enfin, on peut mettre les geom points. Et vous voyez qu'en fait ça prend beaucoup plus de temps, on se dit mais en fait à quoi ça sert d'avoir cette représentation là qui nous demande beaucoup plus de lignes alors que celle-là pour aller beaucoup plus vite. Et c'est là où ça va devenir intéressant parce que ici lorsqu'on va se dire ah mais en fait on aimerait colorer les points par sexe, donc savoir en fait ok, donc on sait le nombre de points, enfin de suicides etc, mais en fait on aimerait savoir si cette relation est la même pour les femmes et les hommes. Est-ce qu'on a vraiment un nombre de suicides qui augmente vraiment de la même manière entre les femmes et les hommes, selon la taille de la population. Et donc ici, en fait, pour pouvoir faire ça, on est obligé de transformer les données. Donc ça prend un certain temps, on ne vous a pas mis le code, mais simplement, vous voyez que ici, on avait une colonne sexe, et là, on avait le nombre de suicides, etc. Là, on est obligé de créer une colonne de la population des hommes, une colonne de la population des femmes, une colonne de suicide des hommes, une colonne pour le suicide des femmes. Et après, en fonction de ça, là, on peut faire le plot. Et pour pouvoir faire le plot, on est obligé de prendre ces informations à chaque fois, décider d'informations, enfin de la couleur de l'information. Ici, typiquement, c'est pour les suicides pour les femmes, qui sont en bleu. Et ici, en rouge pour les hommes, faudra aussi prendre ces colonnes-là. Et voilà, on obtient tout ça. Donc avec tout ça, en fait, on a ça qui se crée. Pour ggplot2, en fait, on n'a rien besoin de changer. On garde la même colonne, les mêmes colonnes comme on a envie, et il suffit simplement d'ajouter cette information-là, color est égal à sexe. Et il va nous faire les couleurs. Et en fait, c'est quelque chose que vous allez voir qui est très récurrent à ggplot2, c'est qu'à chaque fois qu'on voudra ajouter quelque chose de nouveau, on voudra tester des choses, etc., ça va généralement prendre soit un argument supplémentaire, soit une ou deux lignes de code maximum. Et en fait, on pourra toujours revenir en arrière et changer et être très agile de pouvoir changer la manière dont on fait notre code au fur et à mesure. Donc ça, c'était pour l'explication de pourquoi ça a l'air si compliqué, mais en fait, l'avantage qui est derrière est gigantesque. Maintenant, on va enfin pouvoir passer au code. Donc pour commencer, il faut que vous ayez la librairie ggplot installée. Pour ça, en fait, il faut simplement que vous fassiez, je vais ouvrir, soit vous faites un install.packages, et là vous mettez ggplot2. Mais généralement, si vous avez déjà installé tidyverse, là, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Normalement, vous devez avoir ça avec d'autres éléments. Et bref. Donc maintenant, on peut lancer ça. Et nous, en fait, on va utiliser les données du MPG, donc miles per gallon, je crois. Donc c'est des informations sur des voitures. Et là, vous allez voir qu'on a pas mal d'informations. Donc la manufacture, le modèle, le display, je ne sais pas exactement ce que c'est. On pourra regarder, en fait, quelques informations dessus. Donc un instant, je crois que c'est comme ça qu'il suffit de faire.
Voilà, et normalement on devrait avoir des informations dessus. Voilà, manufacture, c'est manufactureur, display, c'est engine displacement. Ok, donc ça c'est le nombre de déplacements, etc. Donc chaque fois que vous aurez des données, vous pourrez simplement faire ça. Donc ça c'est pas n'importe quel type de données, ce sont des données qui sont chargées de base dans R. Si vous voulez voir vraiment la liste des données disponibles dans R, vous pouvez simplement, je vais juste faire data, faire ça, et ici vous avez la liste de toutes les données déjà de base chargées dans R, et l'avantage c'est que lorsque vous installez des packages, généralement vous aurez, par exemple là c'est pour le package ggplot2, des données supplémentaires qui vont bien généralement avec le package si vous voulez vous entraîner. Mais bref, ici j'ai décidé de travailler avec npg parce qu'il y a toutes les informations qu'il nous faut. Donc ici on peut avoir toutes les informations qu'on veut. Donc on va simplement revenir à cette formation là. Donc voilà, donc on a toutes les informations qu'il nous faut. On pourra revenir ici au cas où on a besoin de s'informer sur quelques informations que ce soit. Et donc je vais juste ouvrir l'outline pour pouvoir remonter rapidement dessus. Et donc ici c'est dans la partie données, parce que j'ai mis des informations, il y a juste mise en place. Si je vais dans mise en place, il y aura données, de toute façon c'est parfait. Donc ici on va passer aux bases. Donc on va commencer avec ggplot, la fonction ggplot et la fonction AES. Pour pouvoir créer un graphique, il faut qu'on commence avec ggplot2 pour que ça nous crée un format ggplot2. Donc ici, en fait, ça va nous créer un objet ggplot et la fonction AES va nous permettre de distribuer les variables dans différentes dimensions. Donc je vais vous montrer. Donc lorsque je lance juste ggplot, j'ai aucune information, vous voyez que ça me crée déjà un graphique. Et donc ici, ce graphique, je peux le copier et l'enregistrer comme une image sans trop de problème. Si je la mets dans un objet, par exemple, graph, voilà. Si je la mets dedans et que je regarde la classe de graph, il va me dire ggplot, donc ça c'est ses classes, et ça c'est très important parce que vous allez voir que ça va nous permettre d'être très flexible avec les graphiques ggplot2, parce qu'en fait on pourra toujours modifier pas mal de choses. Maintenant on va pouvoir revenir sur notre graphique, donc on revient là, juste ici, voilà. Donc ici, on a commencé avec notre ggplot, comme il nous a demandé, mais après, maintenant, il va nous demander les données. Donc ici, nos données, ce sera mpg. Donc en revenant dessus, je peux simplement écrire data est égal à mpg. Voilà, et donc on remarque qu'il a vraiment rien fait. Alors c'est très étrange, on peut se dire oui bon en fait pourquoi il fait déjà rien avec, parce qu'en fait on ne lui a pas donné d'instruction. Vous allez voir que si je vais créer notre objet graph de nouveau, donc là cette fois je vais écrire graph, en fait je vais faire graph 2 parce que graph existe déjà. Donc là il y a graph 2, et si vous vous souvenez, graph je l'ai créé juste avant, donc il devrait exister, oui il existe. Donc maintenant si je mets un $, qui permet en fait de pouvoir voir les informations à l'intérieur, on peut voir qu'on a passablement ce qu'on avait vu avant, donc on a les données, on a les layers, etc. Et si je vais dans données et que j'essaie de voir ce qui se passe, il va me dire il n'y a rien en fait dedans. Par contre, graph 2, là où j'ai mis les données, si je fais graph 2, et ensuite que je mets le $, vous voyez que là, on a déjà un tableau de données. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien aussi dans RStudio, c'est que maintenant, lorsqu'il y a un tableau de données, il nous montre une prévisualisation des données. Donc avec ça, en fait, on sait déjà qu'il y a quelque chose, mais je peux déjà cliquer dessus, regarder, et il va me dire, voilà, voici vos données. Donc il sait qu'il est censé travailler avec ça. Donc voilà pour l'information. Donc on va simplement conserver graph 2 et graph. Donc du coup, si je fais graph 2 et que je lance le total, donc vous voyez qu'on a toujours cette image. Alors qu'est-ce qui manque maintenant? On revient sur notre présentation. Maintenant, ce qui va manquer, c'est le mapping, donc la esthétique. Donc je vais vous montrer en fait comment on peut faire ça. Donc ici, il y a le mapping, mais vous allez voir qu'on peut l'utiliser à la fois dans ggplot, mais aussi dans une fonction geom. Mais je vais vous montrer la manière qu'on utilise le plus souvent. Donc ici, on a notre ggplot qui est créé, et donc ici en fait, on va pouvoir mettre une virgule et mettre mapping est égal à AES. Et ici, il va nous demander, maintenant, qu'est-ce que vous comptez utiliser à l'intérieur de ce ggplot? Donc moi, je vais dire, alors, il y a quoi comme variable? Donc il y avait quoi? Si je me souviens bien, j'avais ici la variable display, donc displ, du coup, c'était... Donc ça, ce sera en axe des X. Donc peut-être qu'on va s'arrêter déjà là, vous allez voir que c'est assez marrant. Donc je peux lancer ça, et donc vous voyez que ici, en fait, il m'a changé déjà les axes des X en fonction de cette variable display. Très intéressant parce que, effectivement, la variable display, elle aura 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme information. Donc c'est assez drôle. J'ai pas précisé, mais il m'a déjà mis en X. En X, c'est comme si je mettais X de cette manière-là. Donc, pardon, je vais relancer la totalité. Mais je peux aussi les mettre en Y si j'ai envie. Et vous voyez qu'il me les met tout de suite en Y. Donc super pratique. Donc avec ça, je peux décider comment je vais faire les éléments. Mais maintenant, ajoutons un Y pour voir. Donc je vais mettre Y est égal à... Et ensuite ici, j'ai dit que c'était CTY, si je ne me trompe pas. Donc on va lancer la totalité. Vous voyez que là, il m'a ajouté le CTY aussi. Super cool. Avec ça, maintenant, on peut avoir notre quadrillage qui est bien fait. Une chose maintenant que vous avez remarqué, c'est que je n'ai pas eu l'obligation de mettre un X ou un Y.
En fait, c'est une chose qu'on peut faire très facilement, c'est que lorsqu'on a un argument, et peut-être vous avez vu ça dans la vidéo sur les fonctions, lorsqu'on a un argument, dès le moment où on le met dans l'ordre dans lequel il est censé apparaître, ici vous voyez que dans AES, il y a X, il y a Y, puis il y a le reste. Alors, en fait, on n'a pas vraiment besoin de le citer, donc je peux littéralement retirer le X ici, et je peux littéralement retirer le Y, et si je lance le tout, j'ai exactement le même résultat. Ça va faire pareil aussi pour mapping, donc je peux retirer ça, et je peux retirer aussi le data, qui est dans ggplot, parce que tout est dans l'ordre. Je l'ai fait exprès pour que ça soit correct, et en fait vous voyez que en fait, c'est pas aussi long que ça, et qu'il nous suffit simplement de commencer par ggplot, mettre les données, l'AESTIC, et après c'est bon. J'ai dit AESTIC, mais en fait c'est esthétique. Bien, mais en fait on n'a toujours pas de graphique, donc on va regarder ce qu'il nous suffit de faire. Maintenant, le troisième élément dont on a besoin absolument, c'est le geom. Donc le geom, c'est la forme. Et ici, en fait, on va juste faire quelque chose de très simple. On va mettre comme geom un geom point. Donc on va juste faire un plus. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être très récurrent dans les ggplots, c'est que lorsqu'on va mettre un plus, c'est qu'on va ajouter une couche supplémentaire. C'est vraiment comme ça que vous devez le comprendre. Et donc ici, je peux écrire geom point, parce que je veux faire des points, je veux faire un nuage de points, puisqu'on a deux données métriques. Donc je vais lancer le tout. Ah, bah voilà, on a nos points qui apparaissent. Donc c'est à peu près ce qu'on a vu avant, donc c'est assez pratique. Il va nous représenter en fait pour chaque élément, donc ici de display et de city-y, donc quand il va trouver cet élément 1.8, il va lui donner dans l'axe des Y, donc city-y, 18. Quand il va trouver dans l'axe des X le 1.8, ici il va lui mettre le 21. Et donc du coup en fait, c'est comme ça qu'il va nous représenter tout ça. Donc vous voyez que c'est à ça que va servir le mapping. Donc c'est-à-dire il va vraiment les distribuer. Mais une chose, on n'est pas obligé de mettre de fonctions, enfin d'objets intermédiaires. On peut simplement supprimer ça et lancer tel quel. Et aussi pour faire plus propre, généralement on va sauter une ligne. Et on va lancer tout ça de nouveau, et voilà, vous voyez qu'on a exactement le même résultat, donc c'est assez concis, l'air de rien. Je vous laisserai lire tout ça au fur et à mesure, et je vais passer à la partie suivante, donc qui est celle des géomes et des AES. Donc on a vu un premier géome, en fait il y en a tout plein, peut-être que vous l'avez vu quand j'ai eu l'autocomplétion, donc du coup ici, il peut y avoir tout plein de géomes et d'AES. Donc on l'a vu avant, cette distribution, mais ici on peut ajouter les formes géométriques, donc ici ça nous permet de pouvoir mettre toutes les géométries qu'on veut, et la fonction AES peut aussi changer de place. Donc vous allez voir, donc ici j'ai commencé avec un geom point, vous allez voir quelque chose qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc on va juste peut-être retirer ce color, on regardera ça dans quelques instants. Donc je peux lancer ça, donc c'est exactement ce qu'on avait en haut. Et à la place d'un geom point, je peux dire, bon, en fait, moi, je veux un geom line. Et vous voyez, qui nous a créé des lignes en fonction de l'ordre dans lequel les données apparaissent. Avec ça, vous voyez qu'on peut changer assez facilement de type d'élément qu'on veut. Je pourrais même aussi retirer le city-y, par exemple. Et à la place de geom line, je pourrais mettre geom density. Si je veux faire un graphe de densité. Je pourrais aussi faire geom histogramme. Voilà, là on a un histogramme. En fait, c'est ça qu'on veut représenter lorsqu'on dit que ggplot2 nous permet d'être super flexible sur les types de graphiques qu'on peut faire. Donc on va peut-être revenir sur notre graphique de base. Donc ici c'est un geom point. Donc ici en X c'était bien display et en Y c'était city-y. Donc nous y voici. Et maintenant, comme j'ai écrit ici, l'AES peut se changer de place en fait. En fait, je peux me dire, ah mais en fait, finalement la esthétique, je peux la déplacer en fait dans le geom point. Alors lançons ça pour voir. Ah ouais, ça marche. Bon bah super. En fait, finalement, j'ai pas envie de le mettre à l'intérieur du geom point. Peut-être que je vais le mettre juste ici. Et je vais mettre un plus pour ajouter une ligne supplémentaire. Ah ouais, ça marche toujours. Bon bah c'est super. En fait, cet élément-là peut aller vraiment partout. Et vous allez voir que ça va nous donner pas mal de flexibilité. Bien sûr, les manières dont je vous ai montré là ne sont pas forcément les plus classiques, c'est vraiment cette manière-là la plus classique, mais ça va nous donner aussi pas mal de flexibilité. Par exemple, si je me dis, ouais, en fait, à la place de city-y, qu'est-ce que je pourrais mettre? Voyons voir, on peut remonter dans mise en place. Qu'est-ce qui a l'air d'être assez numérique? On va aller avec le CYL. On va retourner à ça. Donc ici, je me dis, ah, mais en fait, j'aimerais changer d'avis. En fait, le Y, j'aimerais que ce soit le CYL. Donc on va lancer ça. Et vous voyez qu'il nous a changé. Ici, il nous a mis le CYL, si je ne me trompe pas, oui. Mais il a conservé le nom de city-y. Vu qu'on travaille par couche, c'est la dernière couche qui va compter le plus. Et donc ici, on peut changer les informations. Donc maintenant aussi, on peut ajouter d'autres éléments dans le
l'AST. Parce que vous voyez que en fait on peut créer nos graphiques comme d'habitude, mais en fait on peut aussi ajouter une troisième ou quatrième dimension. Comme je l'ai dit avant, on peut pas faire de troisième ou quatrième dimension visuelle parce que c'est pas super intéressant dans la plupart des représentations graphiques qu'on fait. Par contre, on peut ajouter d'autres éléments. Par exemple, on peut se dire ah bah tiens, il y a une catégorie qui est la classe, donc je vais vous montrer. Donc la classe, elle est juste ici, qui va nous dire en fait quel type, quelle classe de voiture on a. Donc si c'est classique, si c'est des compacts, si c'est des minivan, etc., etc. Et donc ici, on va simplement changer la classe et on va dire bon bah qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter comme information? Je vais mettre color. Donc vous allez voir que normalement, si tout est dans la documentation de ggplot2. Donc ici en color, ce que je peux mettre c'est classe, du coup, cette variable-là. Donc on dit que cette variable-là, on va l'ajouter au graphique et on va distribuer, mais dans la couleur. Et donc lorsque j'ai lancé ça, ah bah tiens, pour chaque classe de voiture que j'ai, j'aurai une couleur différente. Ah bah c'est super pratique. Donc du coup, vous voyez qu'on peut très facilement faire des changements en fonction des besoins. Je pense même que je peux faire ça pour la variable d'avant, qui est CYL, je crois plutôt. Voilà. Donc ici, vu que c'est une variable numérique, il l'a compté comme numérique, ici on aura un gradient qui va apparaître. Si vous voulez que ça ne soit pas un gradient, vous pouvez utiliser la fonction factor, qui est de base dans R, et ajouter une parenthèse de plus, et ici en fait ça va la transformer en catégorie. Donc ça va pas être très joli ici, mais ça on pourra toujours le régler dans quelques instants. Donc voyez que c'est super. Donc on va revenir peut-être sur classe. Mais maintenant, en fait, on peut aussi décider d'avoir une couleur spécifique. Par exemple, ici, j'ai mis couleur. Mais en fait, ici, je peux décider d'une autre type de couleur que je peux ajouter. Par exemple, je peux dire color directement ici. Ah, et notez aussi que color, vous pouvez aussi l'écrire comme ça. Il accepte à la fois l'écriture britannique et l'écriture américaine. Donc, ça n'a pas trop d'importance. Moi, je préfère utiliser color parce que c'est plus rapide à écrire. Et ici, je pourrais dire, par exemple, tiens, je vais essayer de remettre classe ici. Là, on a un sacré problème qui vient de se créer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il va nous dire que j'ai essayé de créer quelque chose qui est dans built-in. En fait, ici, il est vrai, on n'aide pas beaucoup. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il essaie d'accéder à une variable qui n'existe pas forcément, alors que là, c'est un élément built-in. Donc, est-ce que je pourrais me dire, peut-être que je peux le mettre entre guillemets, ça ne marche toujours pas. Cette fois-ci, il me dit que là, il n'arrive pas à trouver le nom de cette couleur. Parce qu'ici aussi, on peut mettre des couleurs spécifiques. Par exemple, si j'essaye, peut-être je vais essayer red. Alors, ce que j'aime bien dans RStudio, c'est que maintenant, lorsque vous mettez une couleur entre guillemets, il reconnaît directement la couleur et il va vous la mettre. Donc, ça va vous aider à faire les choses. Donc, vous voyez que c'est devenu rouge. Et donc là, il a changé tous les points en rouge. Mais si je mets bleu, par exemple, là, il me fait la même chose, il change toutes les couleurs en bleu. Donc maintenant, il y a un élément très important qu'il faut retenir, c'est vraiment cette fonction AES. Cette fonction AES va pouvoir nous permettre d'utiliser les données qui sont dans notre tableau de données pour pouvoir représenter les informations. Donc ici, vous voyez que je n'ai pas mis AES. Ici, j'ai juste mis la couleur parce que c'est ici que ça se représente. Mais si j'essaie d'utiliser une variable du tableau de données étant color, eh bien ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas mis l'AES. Et je vais vous montrer que si je mets l'AES, ça va fonctionner. Donc ici, je mets AES et à la place de color, je mets la classe, donc ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Voilà, là ça va fonctionner. Et la même chose en fait, si j'essaye de créer la couleur comme j'ai essayé de faire jusqu'à maintenant, à l'intérieur d'un AES, par exemple ici ou en bas c'est égal, et que je mets color est égal à blue, là il va pas marcher. Là vous voyez que c'est rouge parce qu'en fait il s'est dit en fait ça c'est une nouvelle variable peut-être, je sais pas. Et donc en fait, vu qu'il n'y a pas de représentation pour cette variable, il va mettre toute la couleur pour tout le monde. Mais vous voyez que ici c'est bleu, mais ici c'est rouge. Parce que ici c'est la première couleur de ggplot2, parce que vous choisissez des couleurs de base si vous ne spécifiez pas. Donc ici, vous voyez que quand vous êtes à l'intérieur d'un AES, donc ici il va demander vraiment des noms de colonnes, parce que ce sont ces variables-là qu'il va essayer de mettre dans le graphique. Mais quand vous ne vous mettez pas dans un AES, vous pouvez décider des couleurs. Donc c'est quelque chose de bien à retenir. Alors voilà, c'est la fin de la première partie. J'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses avec ggplot2. Il y aura une deuxième partie qui va introduire les différentes autres esthétiques qu'on peut utiliser, les labels qui peuvent être utilisés aussi pour pouvoir décrire les images, et surtout comment sauvegarder les images. Je tiens aussi à m'excuser de la qualité du son de cette vidéo et des prochaines vidéos qui auront lieu. Malheureusement, j'avais mal placé mon micro lorsque j'ai enregistré ces vidéos et je m'en suis rendu compte qu'après coup. Mais je ferai en sorte d'améliorer le son de sorte à ce que ça marche bien et d'ajouter aussi des sous-titres pour pouvoir aider à la compréhension.
Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à la partager. Bien sûr, si vous n'avez pas compris l'entièreté du contenu parce que je suis allé assez vite dedans, vous pouvez la revoir et être sûr que vous avez tout maîtrisé. Et comme pour les autres vidéos, je vous encourage vraiment à exercer à ce genre de compétences parce que ggplot2, c'est pas simplement de regarder comment ça se fait, mais c'est aussi d'appliquer. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas, en commentaire. Je vous rappelle aussi que le lien du script est disponible en description de la vidéo. Et en attendant de nous revoir dans de prochains contenus, portez-vous bien et à bientôt.